Bon, bonjour à tous. Mille excuses pour la technique qui fait que nous démarrons avec quelques instants de retard. Comme vous l'avez compris, nous inaugurons un nouveau lieu, une nouvelle installation. C'est promis, dans nos réunions, nous serons beaucoup plus rodés. Donc, je me présente à vous, Frédéric Rupli, je suis l'animateur président de XMP Entrepreneur et j'ai beaucoup de plaisir à accueillir ce soir la première réunion de l'année, sachant que nous avons une vingtaine de personnes dans la salle et une vingtaine de personnes à distance. Deux mots sur XMP Entrepreneur, simplement, comme il est d'usage. Donc, c'est une association composée, qui s'adresse principalement, mais pas uniquement, aux anciens de l'X des mines et des ponts, qui sont désireux, à un moment donné de leur vie, d'entreprendre. Entreprendre, chez nous, c'est créer ou reprendre. Et donc, nous avons deux cellules création et reprise d'entreprise, animées par des animateurs qui sont présents dans la salle. Et puisque ceux qui ont créé ou repris, il ne faut pas les abandonner comme ça, nous avons créé une troisième cellule qu'on appelle développement, qui est là pour les accompagner une fois qu'ils ont créé ou repris par un accompagnement individuel ou collectif selon leurs besoins. Donc en fait, nous avons trois cellules, création, reprise et développement d'entreprise. Une dizaine d'animateurs, 30 ans de présence, et nous accompagnons chaque année 2-3 projets de création effective ou de reprise effective d'entreprise, même si ce sont plusieurs dizaines de membres que nous avons dans chacun de nos clubs, club des créateurs, club des développeurs, club des repreneurs. Dans l'année, nous proposons des soirées du type de celle-ci. Donc, nous aurons 2 soirées consacrées à la création d'entreprise pendant cette année scolaire, 2 soirées consacrées au développement d'entreprise et 2 soirées consacrées à la reprise d'entreprise. Toujours publicité sur XMP Entrepreneur, sur notre site et sur les réseaux sociaux. Outre nos soirées, nous proposons des réunions de clubs. Évidemment, ces clubs se réunissent une fois par mois pour chacun. Nous proposons des formations. À titre d'exemple, la formation reprise d'entreprise que j'ai le plaisir d'animer chaque année recommence demain. Il y aura cette année, pour la première fois depuis longtemps, une formation à la création d'entreprise qui sera proposée. Je n'en dis pas plus. Et à partir de janvier, des formations à la gestion et au développement d'entreprise également. Voilà pour l'essentiel. Nous sommes membres de G2E, Grandes Écoles d'Entrepreneurs, qui est une association qui fédère toutes les associations de type XMP Entrepreneurs. Et donc, au niveau de G2E, nous partageons nos savoirs entre associations pour s'enrichir des meilleures pratiques. Et puis, nous co-organisons un certain nombre d'événements. Donc, il nous arrive de co-sponsorer un événement organisé par HEC ou par Centrale et vice-versa. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes entrepreneur désireux de créer ou d'entreprendre, vous avez moult propositions pour vous aider à cheminer sur cette voie. Je précise que toutes nos soirées sont enregistrées. Donc, j'ai déclenché le bouton enregistrement. J'espère que vous en êtes d'accord avec le principe. Si vous avez des réserves sur le sujet, vous me les ferez savoir. L'idée, c'est que nous les publions sur notre petite chaîne YouTube XMP Entrepreneur. Chacune de nos vidéos a en moyenne 15 vues. Mais à minima, on sait que ceux qui se sont connectés, ce sont des passionnés qui sont venus chercher quelque chose. Et donc, nous sommes fiers d'avoir proposé cette solution-là pour continuer à partager nos savoirs. Je vais passer donc la parole maintenant à Didier Launay qui anime le club des créateurs chez nous. Et Didier va nous introduire plus spécifiquement sur l'agenda de la soirée. Nous avons la chance d'accueillir un panel riche, pour l'essentiel présent dans la salle et avec une personne présente à distance, si j'ai bien compris. Encore présente. Il est en train de se connecter. Donc Didier, merci et je te passe le relais et je suis ravi de vous accueillir tous. Alors aujourd'hui, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous plutôt. Je suis Didier Launay, co-animateur du Club des créateurs avec Philippe Roche. Ce qu'on offre en Club des créateurs, c'est une réunion tous les mois pour régler les problèmes du moment de chacun. En général, chacun sort avec une solution, donc ça permet de sortir de sa tête les choses qui vous polluent la tête, ce qui est toujours utile. Et puis, on travaille en face à face après sur chacun des projets pour ceux qui le souhaitent. Et on accompagne donc nos créateurs dans ce domaine-là. Dernier service, pour ceux qui abandonnent le projet, on leur offre aussi un service de travail en post-mortem parce qu'on tire beaucoup de choses d'un travail en post-mortem et c'est très difficile de le faire tout seul. Donc voilà, aujourd'hui nous nous intéressons à l'ESG et le développement durable. Alors vous avez certainement vu, il y a des réunions un peu partout sur le sujet. Aujourd'hui on a beaucoup de chance d'avoir
tous nos intervenants. Alors nous, évidemment, nous nous sommes centrés en tant que créateurs pour présenter des exemples de création dans ce domaine, mais il était important aussi d'introduire le sujet. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous la présidente du club MED. Alors MED, c'est Mines, Environnement, Développement Durable, et qui nous présentera donc globalement le sujet, nous introduira sur le sujet. Ensuite, on a souhaité aussi avoir le partage d'expériences avec des investisseurs, donc des gens qui gèrent des fonds ou des fonds de fonds. Et pourquoi on se pose cette question? Parce que tous les entrepreneurs, un jour ou l'autre, ont besoin d'aller chercher du financement. Et les fonds d'investissement sont évidemment là pour ça. Bien sûr, il y a la BPI, mais vous savez que la BPI vient en complément, en général, d'investissement par des fonds ou bien par d'autres investisseurs. Mais les fonds sont tout à fait centraux et ils ont eux-mêmes des contraintes de type environnement et développement durable qui leur viennent de leurs propres investisseurs ou bien qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc, nous avons à la fois un investisseur dans le domaine des infrastructures qui est à Luxembourg, j'espère qu'il nous entend, et qui va intervenir depuis Luxembourg parce que lui, il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et puis, nous avons Renaud qui est parmi nous et lui, il est dans le domaine du fonds de fonds, entre autres. Il nous expliquera ce qu'il fait. Et les deux se connaissent puisque, en tant que gérant de fonds, il investit dans le fonds d'Aurélien qui, lui, est à Luxembourg. Voilà. Ensuite, nous aurons 3 expériences de création d'entreprise qui essayent d'adresser des éléments, justement, de l'ESG et du développement durable. Alors, dans des domaines tout à fait différents. Le premier, c'est comment engager ses collaborateurs dans une démarche ESG. Donc, Johan nous introduira sur le sujet. Ensuite, Lancelot nous présentera un outil d'analyse automatique, mais avec un suivi des contraintes ESG. Il expliquera ça mieux que moi. Et puis, finalement, Guillaume, lui, conclura avec le Airbnb ESG. Je simplifie. Hein. Oui, non, mais t'as raison. Voilà. Voilà, c'est pour vous illustrer que dans ce thème de l'environnement durable, on a aussi des éléments concrets qui arrivent. Ce n'est pas que uniquement de la mousse, mais pour nous, entrepreneurs, c'est aussi des contraintes qu'il faut qu'on regarde, ou au moins qu'on pense à les intégrer, ne serait-ce que pour aller voir nos investisseurs. Je vais passer la parole à Nathalie. Donc, Nathalie Bourgeot, qui est la présidente du Club MED, donc Mines, Environnement, Développement Durable, qui va nous introduire sur le sujet du développement durable. Alors, il faut que je puisse passer, mais tu me donnes le... Je peux partager l'écran. Oui, il faut que tu me donnes le mot de passe de l'AX, du Wi-Fi. Non, c'est pas celui-là, c'est Maison des X, c'est un truc gratuit qu'il faut prendre. Tu prends Maison des X, ok. Voilà. Mais tu n'en as pas besoin pour l'instant. Ben, si, parce que sinon je ne peux pas passer. Si tu veux partager l'écran. Il faut te mettre en Wi-Fi sur ton Mac directement. J'ai une question pour Nathalie. Est-ce qu'elle accepterait d'être plutôt ici, de façon à être dans le champ de la caméra? Bien sûr. Parce que je m'aperçois que la caméra ne bouge pas. Je pensais que c'était une caméra directionnelle qui allait s'orienter vers l'intervenant. Et en fait, là, ça permet de vous avoir en intervenante en même temps que la salle pour nos internautes à distance. Je précise que nous avons 26 personnes connectées à distance et ils savent qu'ils peuvent poser des questions soit de vive voix, soit dans le chat. Moi, je suis là pour récupérer les questions dans le chat et les poser en temps réel si elles venaient. J'ai oublié d'expliquer comment on allait faire. Et nous avons un public indulgent. Nous étrenons la Maison des X après 2 ans de travaux. C'est la première soirée générale que nous organisons dans ces locaux. Nous étions domiciliés, entre guillemets, dans ce salon
jusqu'à il y a 2 ans. Et puis depuis 2 ans, nous étions nomades en raison de travaux. Il n'y a pas de login là, il faut donner son nom. Tu donnes ton nom, ton prénom et c'est tout. D'accord. Ce que tu veux, c'est au choix. Oui. Prénom, Didier, et surtout tu cliques, j'accepte et les conditions. D'accord, oui. Là, j'accepte, là. C'est bon, je clique les Allez, conditions. accepte, et là, tu dis connecter, et ça, voilà, tu as un Wi-Fi de bonne qualité à partir de maintenant. Parfait, on va y arriver. Donc, j'ai déclenché le partage d'écran, donc maintenant, il faut que tu choisisses ton contenu. Le contenu, il va être là. Et c'est le contenu support de l'intervention de Nathalie, c'est bien ça? Non, mais je vais le trouver. Windows et où est-ce qu'il est? Tu peux rester ici, Didier. C'est mieux parce que ça évite que tout le monde te voit. Reste assis, tu es beaucoup plus à ta main. Voilà. J'en ai 15 secondes. Je l'avais pourtant ouvert tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas dans le... Pendant que vous le cherchez, je vais commencer. Voilà, Nathalie, c'est le moment. Bon, bah, formidable. Allez-y. Donc, je suis à la tête du club Mines, Environnement, Développement Durable, qui est un club qui fédère l'ensemble des écoles des mines et qui nous réunit parce qu'on a tous un intérêt sur les questions de développement durable. J'expliquerai un petit peu ensuite ce qu'on y fait. Rapidement sur qui je suis. J'ai fait les mines il y a maintenant fort longtemps. Depuis 3 ans, j'ai travaillé dans une start-up américaine qui vendait des données climat aux institutions financières. Et on allait voir les institutions financières pour leur proposer ces données climat qui leur permettent ensuite de décider si, dans leur portefeuille d'investissement, de prêt, elles devaient réorienter leur portefeuille en prenant en compte ces données climatiques. Et on avait des données qui venaient du GIEC. On a travaillé, nous, sur ce qui était climat physique, donc risque physique, le risque d'inondation, le risque de sécheresse, voilà, enfin, les risques physiques, et pas les risques de business model, mais bien les risques physiques. Et on a vendu nos données à des gens comme la Banque centrale européenne, comme la Banque de France, comme grand nombre d'institutions financières un peu partout en Europe, pour qui ces questions sont devenues complètement prégnantes. Et pour les régulateurs, la question pour eux était pas seulement de regarder leur propre portefeuille, mais bien de réfléchir à de prochaines réglementations. Bon, voilà. Donc nous, on a été dans ce mouvement-là. J'ai travaillé 3 ans dans cette start-up. Avant, j'ai travaillé dans des différentes banques, assez longtemps chez BNP Paribas, où pendant une bonne dizaine d'années, je me suis occupée de questions ESG, j'étais en charge de la cellule développement durable de toute la partie banque d'investissement. Et avant, j'ai fait du financement de choses plus classiques. J'ai financé des télécoms. J'ai aussi travaillé chez Citi aux États-Unis en financement d'infrastructures en Amérique latine. Différentes choses au cours de ma carrière. Et donc, maintenant, je suis à la tête du club Mines, Environnement, Développement Durable. Dans ce club, on est 1800 membres à peu près, ce qui est beaucoup. On est un des clubs les plus importants de l'ensemble des clubs professionnels. On fédère des gens qui sont dans différents secteurs industriels, parce que le développement durable, ça réunit absolument tous les secteurs, c'est complètement transverse. On a un bureau d'une dizaine de membres, et avec ces 10 membres, on se réunit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour avancer sur certains sujets qu'on pense être les sujets du moment. Alors, dans les années passées, vous arrivez à mes slides. Dans les années passées, on a travaillé sur les questions d'économie circulaire, on a travaillé sur les questions de finance climat, de mobilité durable. On travaille en ce moment sur la question de la biodiversité des entreprises, avec le risque que pose la perte de biodiversité sur les entreprises, sur les questions de bilan carbone. Et on a aussi beaucoup œuvré pour que dans nos écoles des mines,
les questions de développement durable fassent partie intégrante de l'enseignement. Que ce ne soit pas simplement une petite mineure ici, une option là. On a eu beaucoup de discussions avec les directions des études pour que ça devienne partie intégrante du cursus des managers de demain. Voilà. Et c'est quelque chose que vous avez certainement suivi dans des écoles, la plupart des grandes écoles de commerce et les autres écoles d'ingénieurs. Chez Calix, c'est pareil. Voilà. Encore, dernier mot sur le Club Med. On a une page LinkedIn. Je vous invite à regarder. Je pose des choses là-dessus. Voilà. En ce moment, beaucoup sur la question de la biodiversité, parce que c'est un peu mon dada. Mais voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Le développement durable, c'est en réalité des questions à se poser. C'est d'abord des questions à se poser sur la finalité d'une entreprise, sur la finalité des produits et des services qu'elle offre. Ça, c'est la première question du développement durable. C'est à quoi vous servez dans l'écosystème général économique. C'est très important parce que, par exemple, il y a des taxonomies européennes qui se développent, qui ont envie de comprendre dans quoi sont les entreprises et si elles participent du développement durable, alors, ou qu'elles participent à la réduction du changement climatique, par exemple, et un certain nombre de choses comme ça. Donc, vraiment, dans le développement durable, la toute première question, c'est la question de la finalité. On a des développements d'entreprises à mission où là, la finalité est très, très forte, mais néanmoins, même si on n'est pas une entreprise à mission, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, c'est... et dans le développement durable, on peut penser, il y a 3 grands pans. Il y a les pans environnement, le pan social, le pan gouvernance. Et quand on regarde ces 3 aspects-là, arrive une deuxième question qui est comment est-ce qu'on conduit son business? Est-ce qu'on le conduit de manière à ce que l'environnement soit respecté, à ce que du côté social, on est avec ses employés ou des communautés, les communautés dans lesquelles on intervient, une relation saine, parce que c'est à peu près ça, il n'y a pas de normes. En réalité, on est la plupart du temps dans des questions un petit peu fines sur la façon dont on conduit le business. Un exemple, Vinci, qui construit des stades dans les Émirats pour la Coupe du Monde, a été en face d'un problème assez important avec beaucoup de ses sous-traitants qui avaient des pratiques d'emploi assez peu recommandables. Et on a fait, moi je les ai écoutés, Vinci, en fait ils ne regardaient pas simplement leurs sous-traitants directs, mais ils regardaient les sous-traitants en N+5, c'est-à-dire le sous-traitant, les sous-traitants, les sous-traitants, les sous-traitants, et ça arrêtait au niveau 5. Et c'est seulement là qu'ils arrêtaient d'essayer de comprendre comment les questions sociales étaient réglées. Alors là, je parle d'un très grand groupe, mais évidemment que pour les sociétés de petite taille, ces questions se posent avec la même acuité, même si elles ne prennent pas exactement la même forme. Quand on regarde la question du développement durable, on regarde quelles sont les parties prenantes, c'est-à-dire qu'on élargit son écosystème. On n'est plus seulement dans un écosystème entre la société et ses actionnaires, qui a été pendant très longtemps la chose un petit peu unique. On rajoute à ça l'ensemble des parties prenantes qui vont être les employés, j'en parlais tout à l'heure, le management, qui vont être les clients, qui vont être les fournisseurs, qui vont être la communauté dans laquelle on intervient. Et on regarde le plus large possible. Les régulateurs qui vous régulent, bien évidemment, et on est le plus large possible et on essaye de répondre aux questions qui se posent de la manière la plus appropriée et maintenant de montrer qu'on y répond. Il y a aussi tout un jeu qui est très important et là vis-à-vis des investisseurs
ou des financiers de manière générale, c'est de pouvoir montrer qu'on répond correctement à toutes ces sollicitations. Alors, on a vu donc, quand on regarde la question de la finalité de l'entreprise, il y a un guide qui est assez facile, c'est les objectifs du développement durable qui est publié par l'ONU, qui a été remis en place pour les 15 prochaines années, il y a maintenant 3-4 ans. Il y en a 17. Si déjà on peut montrer qu'on est dans une de ces 17 cases, formidable. Voilà. Quelquefois, il faut un petit peu se creuser pour voir qu'on rentre bien dans les bonnes cases. Mais ce sont des objectifs qui permettent de comprendre ce en quoi on participe dans la collectivité de quelque chose qui est considéré comme quelque chose de positif pour l'humanité. Vous êtes peut-être familier de ces objectifs du développement durable. On les retrouve dans absolument toutes les réunions. J'ai travaillé précédemment pour BNP Paribas. Une des premières choses que BNP Paribas dit, c'est nous regardons les objectifs du développement durable et c'est comme ça que nous inventons notre business. Bon, après, c'est vrai, c'est pas vrai, mais bon, voilà, c'est des choses qui sont importantes. Pour vous dire à quel point dans la finance ça a pris de l'ampleur et à quel point vos investisseurs regardent ça très certainement, il y a maintenant presque une quinzaine d'années, quand on avait des différents soucis de type développement durable, une usine qui fonctionnait mal parce qu'il y avait des grèves épouvantables et de gros malaises sociaux, des questions de pollution. Le mot d'ordre dans la banque, à l'époque, c'était une ONG et faites les terres. Débrouillez-vous, faites les terres. Bon, je peux vous dire que ça a beaucoup changé. On n'en est plus du tout là. Entre-temps, on est venu nous demander de répondre à ces questions-là et d'y répondre avec des réponses réelles, effectives. Les entreprises sont notées maintenant sur la façon dont ils abordent les questions, dont les questions ESG sont abordées. Il y a des agences de notation qui ne font que ça, que de la notation ESG. Les clients, les investisseurs peuvent arrêter sur une question ESG de travailler avec vous. C'est arrivé moult fois. Et puis, petit à petit, on a vu d'abord des réglementations qui sont des recommandations. La TCFD, par exemple. La TCFD, ça demande de faire du monitoring, du disclosure dans les états financiers des questions climatiques. Et ça le demande aux entreprises, aux financiers. Ce sont des recommandations issues du G20. Bon, ça, elles sont sorties, je crois, en 2017 ou 2018. Aujourd'hui, c'est passé dans les réglementations elles-mêmes. On a la loi Résilience et Climat en France, on a au niveau de l'Europe, la NFRD, alors il y a des acronymes anglais, des acronymes français, je suis par tout mélanger, mais c'est une loi qui demande de faire un reporting, qui pour l'instant, je crois, n'atteint pas les sociétés toutes petites, mais qui atteint déjà les sociétés de plus de 500 entreprises. Et je me demande si ce n'est pas en train d'arriver à celles qui font plus de 20 employés, pardon. 500 et 20. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui s'impose avec des financiers qui, maintenant, quelquefois, vous devez le demander parce que ça les intéresse, mais sont maintenant contraints de le demander. Alors, quand je travaillais avec différents investisseurs en leur apportant mes données climat, je me suis rendu compte que c'était aussi très important pour eux, lorsqu'ils regardaient une entreprise, ils m'expliquaient qu'ils regardaient une entreprise et toute la panoplie ESG de cette entreprise avant de l'acheter, et ils fixaient des KPIs pour la voir progresser et pour pouvoir montrer au moment de la revente
qu'elle avait progressé sur ces questions ESG. Donc, c'était vraiment complètement intégré dans ce processus. Et ça, c'était déjà il y a 2, 3, 4 ans. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous dire quelques mots sur les investisseurs, l'ESG, mais ça va être beaucoup plus détaillé par Renaud, je crois. Et Aurélien. Merci Nathalie. J'avais juste une question pour que tu expliques ce que c'est que la taxonomie. Alors, la taxonomie, l'Europe a voulu mettre en place comment dire, c'est un espèce de catalogue, la taxonomie, qui a été mis au point avec 2 ans de travail d'un grand nombre d'équipes et qui permet de dire si une activité est favorable au combat contre le changement climatique ou si au contraire c'est plutôt, c'est-à-dire si c'est une activité verte ou une activité brune. Et ensuite, pour les financiers, quand on prête à une activité brune ou une activité verte, on ne va pas la quantifier de la même façon. On n'aura pas les mêmes demandes. Un certain nombre d'activités brunes, il va y avoir des demandes pour que ça sorte des portefeuilles. Alors au départ, ça sort, c'est vendu, et puis petit à petit, c'est plus financé, et puis petit à petit, c'est amené à disparaître. Il y a d'autres activités brunes qui sont amenées à se transformer, et ça, c'est aussi compris dans la taxonomie. Et puis, il y a les activités qui sont considérées comme vertes. Voilà, je vous le fais simple, hein. Mais l'idée, c'est de faire un catalogue d'activités de manière à ce qu'ensuite, tout le monde puisse parler avec le même langage et savoir dans quelle case on est. C'est bizarre, la taxonomie, c'est la science de la classification. Ça veut dire qu'on classifie les activités, mais c'est tout. Mais vous avez l'air de les classifier par rapport à un critère. Alors, le critère est un peu plus vaste que ça, mais c'est dans les réglementations qui nous intéressent, ça tourne beaucoup autour de l'environnement. Alors, on demande à ce qu'on ne fasse pas c'est do no harm. Ça, c'est la partie ESG Mais moi, j'ai fait toute ma vie la taxonomie bactérienne. Oui. Il fallait qu'il y ait un adjectif après le mot taxonomie. Il n'y a pas. Vous appropriez un mot qui n'est pas du tout. Ah oui, c'est important de. C'est une taxonomie environnementale. C'est une taxonomie environnementale, mais la taxonomie sociale va sortir. Tout le monde l'utilise comme ça aujourd'hui, parce que tout le monde a l'impression de parler de la même chose. Je vous laisse votre mot qui veut dire la même chose, la taxonomie. Alors, le mot qui est utilisé est taxonomie. Non, mais en anglais, mais... vous appropriez un des deux, laissez-le. C'est pas moi qui l'approprie. Hein. On va... Donc, merci Nathalie. Aurélien va... Tu es là, Aurélien? Oui. Parfait. Je vais afficher tes slides. Il faut que je fasse un partage. C'est toujours pareil. Ah, mais voilà. Hop. Zoom. Share. PowerPoint. Là, et total. Je peux passer directement au slide 2. Voilà. Alors, bon, vas-y. Très rapidement, moi je suis directeur d'investissement au sein d'une société de gestion qui s'occupe d'infrastructures. C'est une petite société de gestion, on a à peu près 4 milliards d'actifs en sous-management, ce qui n'est pas très gros dans le domaine des infrastructures. Et je suis aussi le responsable de ces aspects ESG. L'idée, c'était un peu de donner le pourquoi du comment les investisseurs, et maintenant j'ai envie de dire tous les investisseurs, s'intéressent ou doivent ou font semblant de s'intéresser à ces sujets et de voir un peu la montée en puissance, un peu comme Nathalie l'a déjà évoqué, des différentes demandes et les différentes contraintes que nous-mêmes avons. Si on prend on va dire le point d'origine des pressions des investisseurs, elles viennent de leurs grands investisseurs institutionnels, à savoir des gens comme les fonds de pension, tout simplement parce que dans les fonds de pension, quand vous regardez le conseil d'administration d'un fonds de pension, c'est des gens de la société civile
qui n'ont pas forcément envie que leurs retraites soient investies dans des trucs qui vont dégrader l'environnement ou le climat social. Et on a vu quelques scandales, notamment dans le passé, il y a plus de 15 ans maintenant, notamment aux Pays-Bas, où les fonds de pension ont été obligés de changer leur manière de travailler. Et ça s'est diffusé au travers des fonds de pension, au travers des assureurs, avec différents évidemment niveaux de sophistication et de connaissances. Mais ce sont ces investisseurs-là qui ont mis une pression aux sociétés de gestion pour qu'elles commencent réellement à prendre à bras-le-corps ces sujets. Alors, ça peut se faire à la fois par des démarches entre guillemets punitives, c'est soit vous faites ça, soit vous avez telle notation, soit tout simplement on n'investit pas, ou par, et c'est Renaud en parlera, comme peut le faire Sven ou d'autres comme la BEI, par de l'engagement, par de la formation, par des schémas un peu de récompense et de mise en valeur. Donc ça, c'est quand même le premier moteur qui a existé, on va dire, ces 10 dernières années avec une grosse montée en puissance, qui fait qu'il est maintenant inacceptable de dire que, ce qui était encore le cas il y a 5-6 ans, qu'on ne fait pas des ESG, que ce n'est pas dans le devoir fiduciaire. Il y a aussi cette conception maintenant qui est établie que les ESG, ce n'est pas juste une manière de gérer le risque, c'est aussi une manière de créer de la valeur. Et dans ce sens-là, pour nous, dans le capital investissement, notre objectif étant de créer de la valeur sur un horizon de 5 à 10 ans, c'est complètement intégré dans notre façon de travailler. Vous rajoutez à ça toute une série de référentiels et de notations qui sont développés. Donc la TCFD sur les risques climatiques, donc ça va être l'analyse des risques climatiques à la fois transitionnels et physiques, les notations des UNPRI, les objectifs de développement durable. On a toute une série d'outils de notation qui permettent de, quand on les comprend en tout cas, de trier un peu le bon grain de livret. Et on voit en plus de cela, avec notamment la partie climatique qui prend de plus en plus le devant de la scène, des demandes très spécifiques, par exemple des investisseurs qui nous demandent de prouver que notre portefeuille est aligné avec un scénario de degrés, c'est-à-dire finalement de prouver que notre portefeuille est conforme aux accords de Paris. Donc ça demande quand même des très gros efforts d'intégration, un très gros effort aussi de sélection des investissements. Maintenant, ce que l'on voit depuis la publication, on va dire en 2019, d'un rapport d'expertise technique, c'est le développement et de nouvelles réglementations. Donc, ce qui va nous concerner à nous, investisseurs, c'est une réglementation qui s'appelle la SFDR, qui ne nous oblige pas tant à être vert, mais nous oblige à dire ce qu'on fait de manière transparente. Ce qui veut dire aussi que si on ne fait rien, on est obligé de le dire. Et potentiellement, si on se positionne ou si on dit que l'on le fait, ou si on dit que nos investissements ont des bénéfices environnementaux et sociaux, ça nous oblige à le prouver avec un cadre établi, notamment un cadre qui va être celui de cette fameuse taxonomie qui est encore en développement. Pour l'instant, sur les 6 piliers environnementaux, il y en a 2 qui sont développés. La taxonomie sociale va arriver, la taxonomie brune va également arriver. Donc, c'est tout un ensemble de mesures et de règles qui vont se développer jusqu'en 2024 et qui vont avoir un impact sur nous. À noter que toutes ces règles et tous ces nouveaux référentiels, c'est quand même des milliers de pages de documentation. Ce n'est pas complètement facile à appréhender, encore moins quand vous êtes une société, une PME, qui va devoir gérer quelque part les demandes de vos investisseurs. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. La partie qui est probablement la plus intéressante quand vous allez chercher des financements, une augmentation de capital, où vous revendez votre entreprise, c'est l'analyse qui va être faite dès le départ de l'investissement par les équipes d'investissement. Vous le savez, quand nous, on investit,
on fait un certain nombre de due diligence, donc ça peut être technique, légal, fiscal, financière, etc. Maintenant, pour une grande partie des investisseurs du private equity, se rajoute à cela une due diligence ESG. Nous, on a commencé à faire ça de façon très formalisée en 2015. Et le but de cette due diligence ESG, c'est d'établir un diagnostic sur un ensemble de thèmes. Donc là, je vous ai mis ceux que nous, on utilise, avec évidemment des niveaux de matérialité. On ne va pas forcément mettre tout au même niveau. Nous, on est dans l'infrastructure, donc on va souvent retrouver des thématiques très importantes sur tout ce qui est santé-sécurité, tout ce qui est environnement, etc. Ces plans d'action, ça permet, ces due diligence ESG, ça permet d'un côté de dire ou de décider si on fait un investissement ou si on ne le fait pas, ou d'ajuster le prix. Ça peut nous arriver quand on trouve des choses qu'on ne se sent pas capable de redresser, notamment dans les ressources humaines ou dans les sujets d'éthique des affaires, de ne pas faire un investissement. Ou si, par exemple, on pense que l'entreprise est trop exposée à des risques climatiques et qu'on ne voit pas comment y remédier, ça, on peut décider de ne pas faire l'investissement. Mais dans tous les cas, quand on fait l'investissement, on va mettre un plan d'action en place avec toutes ces catégories, avec des priorités, des deadlines à tenir, qui va être sur 3-4 ans. Ce plan d'action, il va être revu par nos équipes à nous et va devoir être validé par le conseil d'administration des entreprises. Et sur les 10 ans pendant lesquels on a l'entreprise en portefeuille, on va remettre à jour ce plan d'action pour essayer de faire en sorte que l'entreprise progresse. La raison, c'est que, encore une fois, on va essayer de mieux positionner l'entreprise. Il ne faut pas le voir nécessairement juste comme un sujet de contrainte, c'est quasiment un sujet opérationnel. Quand on demande à une PME qui a un taux d'accidentologie trop élevé de mettre en place un certain nombre de mesures pour les réduire, ça a évidemment un intérêt financier à court moyen terme. Quand on demande à une entreprise, par exemple de transport public, de commencer à faire des expérimentations avec, mettons, des bus électriques ou des bus à hydrogène, certes, ça a un coût aujourd'hui, mais on sait qu'on va bien positionner l'entreprise dans 5-10 ans pour répondre à des appels d'offres qui incorporeront ce type d'actifs. L'essentiel de ces sujets, ils doivent se construire avec les équipes de la participation et de façon aussi intelligente et pragmatique que possible. Et donc, ça veut dire aussi les suivre, avoir des indicateurs clés, etc. C'est là où on glisse vers le dernier sujet, et le slide suivant, qui est la partie reporting, pardon pour le franglais, et c'est probablement la partie qui est d'expérience la plus rebutante pour nos participations, c'est qu'on leur demande de nous sortir des chiffres, des indications, etc. Alors, pour certains de ces chiffres, ils sont, on va dire, clés dans la gestion de l'entreprise, donc ils sont assez évidents, ils sont très facilement compris par le management des participations, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est intéressant de les suivre, qu'on arrive à faire un lien entre ces chiffres, la valeur, la performance de l'entreprise. Après, on a aussi certains indicateurs qui sont moins évidents parce que ça peut être des indicateurs qui sont demandés par nos investisseurs à nous, qui sont demandés par certains des schémas auxquels on adhère, comme par exemple le GRESB dans notre cas, ou par la réglementation. Et à partir du moment où, que ce soit le GRESB, que ce soit la réglementation, on s'intéresse à un univers d'entreprise qui est très vaste, nécessairement, on a des indicateurs qui ne sont pas nécessairement appropriés à l'entreprise. Néanmoins, il faut quand même que les entreprises soient en capacité de les sortir. Ne serait-ce que parce que ça leur sera demandé par le prochain investisseur, ça leur sera potentiellement demandé un jour par la réglementation. Même si vous êtes une PME de moins de 500 salariés, il y a effectivement un jour
dans un futur un peu inconnu où on va quand même vous demander de faire plus et d'être soumis aux mêmes obligations que les entreprises qui ont plus de 500 salariés. Donc, l'intérêt quand même de faire ce reporting, c'est de vous positionner, piloter vos opérations, positionner l'entreprise et puis attirer des investisseurs. Donc ça va être… il ne faut pas négliger ce challenge-là parce que la plupart des entreprises ne sont pas nécessairement prêtes à y répondre. A fortiori, lorsque vos investisseurs se positionnent dans le spectre des investissements en article 8 ou article 9, c'est-à-dire finalement en tant qu'investisseurs responsables, en tout cas qui ont des objectifs d'impact, là, ça peut devenir assez costaud. Je vous donne un exemple concret. Si vous vous positionnez article 9, il va falloir nécessairement reporter sur un ensemble de critères. Dans ces critères et dans ces indicateurs chiffrés, il y a les émissions à l'eau, c'est-à-dire les tonnes de polluants que vous rejetez, ce qui peut avoir beaucoup de sens et ce qui va être vérifié pour certaines entreprises. Maintenant, si vous êtes une entreprise, par exemple, active dans le domaine des télécoms, ce n'est pas forcément une donnée que vous avez ou que vous savez récupérer. Néanmoins, il va falloir pouvoir la sortir. Là, dans cet aspect reporting, ça va vraiment dépendre de votre capacité également à dialoguer avec les investisseurs, à trier ce que sont les indicateurs dont vous avez besoin, qui sont vraiment importants, et puis les autres, de les produire au moins dans une approche tick the box. Je vais faire une pause là pour voir s'il y a des questions particulières. J'ai déjà 2 questions moi, qui sont posées à distance. Tu m'entends, Aurélien? Oui. 2 questions qui sont posées par un internaute à distance. Donc l'une est visible à tous, mais l'autre pas. Mais je vais regrouper les 2 questions en une seule. La première question, c'est de savoir s'il y a des endroits où on dispense des enseignements de ESG. Existe-t-il déjà des diplômes dans ce domaine? Donc c'est sur l'enseignement. Et la deuxième question que vous voyez tous, après les commissaires aux comptes, va-t-on vers des commissaires à l'ESG? Donc des organismes de certification en matière ESG. Alors, sur la deuxième question, c'est plus facile à répondre. Ça existe déjà un peu, puisqu'il est possible pour une entreprise ou pour un investisseur de faire assurer son rapport. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui va venir vérifier que le rapport respecte certains standards. Il faut voir sur quel standard on se place, hein, puisque maintenant on est quand même toujours dans des schémas qui sont volontaires et qui va vérifier que les données qui sont présentées le sont de façon juste et transparente. Donc, il y a déjà un premier, on va dire qu'on voit que ce mouvement s'est amorcé. Maintenant, vous n'avez pas des IFRS de l'ESG. On n'est pas encore à ce niveau de maturité. On voit le temps que la comptabilité a mis et elle évolue toujours à se standardiser. On peut imaginer que pour les ESG, ça va prendre au moins autant de temps. Et oui, ça commence à exister. En ce qui concerne les formations, il y a plein de formations qui se sont développées, que ce soit des masters en sustainability, que ce soit des certifications. Par exemple, pour les financiers, le CFA a sorti une certification en investissement responsable. Les UNPRI ont aussi des petits certificats en ligne. Alors, il faut être clair que c'est des certifications. Déjà, quand on parle de ESG, se dire spécialiste en ESG, c'est un peu quelque part, c'est un peu un non-sens, parce que déjà, on parle d'environnement, de social et de gouvernance, donc c'est des thèmes très larges. Même si on zoome sur environnement, il y a des thématiques qui sont climat, qui sont biodiversité, qui sont pollution, et là aussi, on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc, on va dire que c'est des formations qui vont plus donner une vision culturelle, mais ça ne va pas vous permettre de vous spécialiser dans un domaine en particulier. Là aussi, si maintenant il y a une spécialisation qui est requise, il y a des masters maintenant en Climate Sciences, par exemple, qui existent également. Aurélien, Nathalie a envie d'apporter un complément.
Oui, juste un petit compliment à propos des formations. Il y a un master à l'école des mines qui s'appelle ISIGE, qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui est spécialisé sur les questions de développement durable. ISIGE. Voilà, c'est un très bon master. Je fais la pub. C'est normal que vous fassiez votre pub. Moi, je vais ajouter un mot, c'est que moi, je suis un observateur des entreprises. Hein. Je suis par ailleurs associé d'un fonds de LBO et j'ai vu un entrepreneur talentueux, fabricant de formation, qui a simplement créé l'école supérieure du développement durable il y a 2-3 ans. Et sur un business plan assez simple, il vient de se valoriser des montants assez faramineux. Et il a raison parce qu'il y a une demande très très forte. Voilà. Il y a une demande d'autant plus forte qu'on commence à voir maintenant des investisseurs ou même des associations qui se plaignent d'un greenwashing de compétences. On a vu apparaître ces 3 dernières années, notamment dans notre petit monde financier, des gens qui se sont, sur la base d'une simple certification, déclarés spécialistes ou experts en ESG, sans avoir nécessairement ne serait-ce que les connaissances scientifiques pour pouvoir s'attacher à ce type de titre. Alors, que je prenne le bon. Bon, nous allons passer maintenant à la présentation Je vais partager l'écran. Un grand merci Aurélien. Merci Aurélien, puisque tu ne pouvais pas être parmi nous, puisque tu es à Luxembourg. Merci pour ton intervention qui a commencé à souligner les contraintes du développement durable pour les investisseurs. Et ce point va être renforcé par l'intervention suivante de Renaud. De Renaud Serre-Lapergue. Voilà. Et Renaud Serre, qui est de la société Sven. Alors, ce qui est amusant, c'est que la société Sven a une activité multigestion, donc qui investit en type fonds de fonds, et qui investit justement dans les fonds d'Aurélien. Donc, ils se connaissent bien, et Renaud veut pouvoir compléter la présentation d'Aurélien. Alors, il faut que j'arrive pour passer voilà, ça doit être ça. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est une transition assez simple, comme on se connaît bien avec Aurélien, et donc enchanté de prendre le relais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme indiqué en introduction, donc je m'appelle Renaud Serre-Lapergue. Je ne suis pas spécialiste ESG, je suis responsable de l'ESG multistratégie chez Swan Capital Partners. Alors, Swan Capital Partners, c'est une société de gestion en non-coté. Donc, on investit non pas sur les sociétés en bourse, mais des sociétés qui ne sont pas cotées. On a été créé il y a une dizaine d'années de la réunion des activités en multigestion du groupe OFI, qui est détenu par plusieurs mutualistes, Massif, UMR, sur l'avenir, et des activités de multigestion de Fédéral Financiation, donc le groupe Crédit Mutuel Arkea. Aujourd'hui, Swan Capital Partners, c'est plus de 60 collaborateurs et plus de 6,4, je crois, c'est le dernier chiffre, milliards sous gestion. Et essentiellement, on a 2 typologies d'investissement, 2 gammes d'investissement. Une, effectivement, en multistratégie. Donc, on est un investisseur en fonds de fonds. Donc, on va investir dans des véhicules d'investissement, on commercialise des véhicules d'investissement qui souscrivent à des parts de fonds qui sont gérées par d'autres sociétés de gestion. Donc, ça, c'est pour la partie multistratégie qui est historiquement notre cœur de métier. Et puis, on a aussi une gamme de fonds d'impact. Mais ce n'est pas aujourd'hui, malheureusement, le sujet de parler davantage sur ce sujet-là. Donc, tout ça pour dire qu'on a à la fois une casquette d'investisseurs institutionnels, un peu de ce qu'on dit LP, et à la fois une casquette de société de gestion un peu plus classique. Ce qui fait de Swan, je pense, ce qui différencie Swan, c'est vraiment d'avoir intégré l'ESG, les critères ESG, ce qu'on appelle aussi l'investissement responsable, dès sa création. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que, année après année, on essaie d'intégrer davantage la notion environnementale, la notion sociale et de gouvernance dans chacune de nos décisions d'investissement.
Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est vraiment un marqueur de notre identité. On n'est pas les seuls. Il y a plein de raisons qui font en sorte qu'aujourd'hui, les investisseurs, donc à la fois sociétés de gestion comme investisseurs institutionnels, s'intéressent davantage à intégrer ces critères-là. On l'a évoqué. Sur la slide suivante, elles sont détaillées. Elles ont été présentées, résumées déjà préalablement, mais si on devait peut-être les marquer en 5 grands points, le premier, bien sûr, c'est l'approche de gestion des risques. Aujourd'hui, bien sûr, notre métier, c'est d'optimiser un rendement dans les meilleures conditions de sécurité possible. L'exemple du taux de fréquence des accidents était un très bon exemple, ce que Aurélien a mentionné. Aujourd'hui, si on investit dans une entreprise qui ne gère absolument pas ces problèmes d'accidentologie au travail, ça va forcément avoir un impact sur son organisation, sur son chiffre d'affaires, sur ses revenus et in fine sur sa valorisation. Donc se prémunir de ces risques extra-financiers, c'est aussi aujourd'hui un des objectifs de notre activité d'investissement. En tant qu'investisseur de long terme aussi, on est bien obligé d'anticiper et de s'adapter aux grandes évolutions, aux macro-tendances, que ce soit le changement climatique, que ce soit la transition énergétique et écologique, parce qu'elles vont avoir une incidence sur le chiffre d'affaires, sur le business plan des entreprises. Donc là aussi, pour ces raisons économiques, on est obligé, ça fait partie de notre métier, d'intégrer ces facteurs ESG, non plus uniquement sous un aspect de gestion des risques, mais aussi, on l'a évoqué, en matière d'identification d'opportunités de business. L'aspect réglementaire, bien sûr, ça c'est que ce soit subi, bien sûr, on oblige les investisseurs à intégrer les critères ESG, à être transparents, à indiquer dans quelle mesure on s'intéresse au sujet du changement climatique, on s'intéresse à des problématiques sociales, sociétales ou de gouvernance. Ça peut être aussi anticipé. En anticipation de réglementation, un investisseur, s'il est plus avancé dans sa démarche et sa stratégie d'investissement responsable, va se servir de la réglementation, va s'appuyer sur l'anticipation des évolutions réglementaires pour essayer de l'anticiper et de se prémunir au mieux, en tout cas, d'être plus à l'aise quand la réglementation va s'appliquer à l'investisseur. Aujourd'hui, chez Swen, par exemple, ça fait plus de 5 ans qu'on fait des estimations des empreintes carbone de nos véhicules d'investissement. Avec l'application des règlements SFDR et de la taxonomie européenne, on sait qu'on ne répond pas pleinement, mais en tout cas, on est bien équipé, on sait comment faire pour commencer à répondre à ces réglementations qui vont commencer à être appliquées à partir de 2022 et 2023. On a un peu évoqué l'aspect réputationnel aussi, qui est particulièrement important. Aujourd'hui, un investisseur, qu'il soit institutionnel ou une société de gestion, n'a pas du tout envie de voir son nom associé à une controverse, à un litige, parce que ça peut obérer sa capacité future à lever des fonds, à trouver de nouveaux clients. Ça peut aussi rendre plus difficile sa capacité de sourcer des nouveaux dossiers d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs aussi, on se rend compte que c'est pas que l'investissement, c'est pas qu'un investisseur qui investit dans une entreprise, c'est aussi une entreprise qui accepte, qui choisit parfois ses investisseurs. Et on voit de plus en plus, ça arrive d'entreprises qui veulent travailler avec certaines sociétés de gestion et pas avec d'autres, qui choisissent certaines sociétés de gestion parce qu'elles sont avancées en matière ESG et parce qu'elles ont envie de se faire accompagner d'acteurs qui sont les plus avancés, qui vont les aider non pas uniquement à progresser sur le plan financier, mais aussi extra-financier. Et puis, bien sûr, le côté réputationnel permet, et ça c'est indéniable, ça permet de mieux recruter. Et ça, on le voit notamment chez Swen, d'avoir une stratégie d'investissement responsable qui fait écho à des valeurs, à des convictions. Ça nous permet de recruter des jeunes talents qui sont vraiment remarquables et aussi de les garder et de les conserver. Et ça, c'est aussi un axe fort qui pousse à intégrer davantage des critères ESG. Mais finalement, le levier le plus fort, c'est d'être en accord avec ses valeurs et ses convictions. Et ça peut venir que de l'ensemble des collaborateurs et de la direction qui porte ces valeurs et qui dit voilà, moi en tant qu'investisseur, j'ai certains principes, j'ai envie d'investir selon certains critères, quels qu'ils soient. Et c'est ça qui va aujourd'hui être le principal moteur de l'application d'une démarche de durabilité la plus aboutie. Alors une fois qu'on a vu ces différents drivers, ces différents leviers, nous en tant qu'investisseurs institutionnels, qu'est-ce que ça implique? Comment on les applique de manière opérationnelle quand on va être amené à sélectionner un gérant d'actifs par rapport à un autre? Donc on va bien sûr regarder comment le gérant lui-même
est en mesure de s'aligner par rapport à ces grandes valeurs? Est-ce que le gérant dans lequel on va souhaiter donner un mandat de gestion ou alors un mandat de conseil est en mesure lui aussi d'appliquer des critères d'intégration ESG, une démarche d'investissement responsable quand il va gérer son fonds? Donc ça, c'est la première chose. Et comme le soulignait Aurélien aussi, on va demander aux gérants qu'ils soient en mesure de nous remonter des informations de manière granulaire au niveau de chacun des investissements de ces fonds. Alors aujourd'hui, on voit sur le marché, pour toutes les raisons évoquées précédemment et surtout à cause du levier réglementaire, on voit vraiment qu'il y a une véritable accélération au niveau des sociétés de gestion. Nous, ça, on le voit à travers nos différentes études. L'ensemble des sociétés de gestion ont bien compris qu'il était nécessaire aujourd'hui d'intégrer les enjeux ESG en amont de la décision d'investissement et en phase de suivi et de reporting. En tant qu'investisseur institutionnel, si on veut aujourd'hui sélectionner les acteurs, les sociétés de gestion qui sont les plus avancés et qui ne font pas uniquement de l'ESG sous le prisme de gestion des risques, on va chercher au-delà. On va regarder 3 leviers principaux, à savoir dans quelle mesure la société de gestion, dans sa stratégie de groupe, intègre la durabilité, donc l'investissement responsable, et donc ça va se transférer à travers son organisation, la mise en place d'objectifs précis, dans quelle mesure elle s'engage publiquement sur certains objectifs, aussi de quelle manière ses équipes d'investissement sont formées, est-ce qu'elle met aussi des moyens en interne, et là on parle d'argent sur la table, pour former, pour équiper l'ensemble de ses équipes, pour suivre ces enjeux ESG, et in fine pour accompagner les entreprises sous-jacentes de leurs propres fonds. Ça va être aussi voir dans quelle mesure ces sociétés de gestion proposent des produits qui sont innovants, que ce soit des fonds thématiques, des fonds à impact, des fonds qui ont une approche de sélectivité, donc c'est-à-dire qui réduisent leur sourcing par l'application de critères ESG, que ce soit des exclusions sectorielles ou des exclusions type normative, ou parce qu'elles se rendent compte dans leur due diligence ESG, donc dans toutes les analyses qui sont faites en amont de l'investissement, que sur certains facteurs ou pour un enjeu ESG matériel, la société ne répond pas d'une manière insuffisante, elle va décider de ne pas investir. Tout ça, c'est des sujets qu'en tant qu'investisseur dans des fonds, on va regarder dans quelle mesure le fonds se distingue, a une approche innovante et, on va dire, différenciante par rapport à d'autres véhicules d'investissement. Et puis, bien sûr, il y a la question des équipements et des outils. C'est-à-dire dans quelle mesure la société de gestion ou le fonds est en capacité de nous remonter des informations, dans quelle mesure les outils qui sont mis en place au niveau de la société de gestion dans lequel on regarde pour souscrire à une part de fonds, disposent de moyens, d'outils ou alors d'équipes pour répondre aux engagements qui nous sont présentés. Alors une fois qu'on a investi et qu'on a accès aux données ESG, qu'est-ce qu'on en fait de ces données? C'est ça qui est aussi important. Alors bien sûr, on répond à la réglementation, mais je vais vous donner l'exemple de Swan Capital Partners. Ça fait plus de 9 années, nous, que l'on conduit des campagnes de collecte de données ESG où on interroge plus de 200 sociétés de gestion et plus de 2000 entreprises et actifs d'infrastructure dans lesquels nous sommes investis, que ce soit en direct ou en transparence, c'est-à-dire à travers des fonds pour lesquels nous sommes souscripteurs. On les interroge à travers des questionnaires ESG qui sont dédiés, qui sont des questionnaires à destination des sociétés de gestion ou des entreprises. On collecte toutes ces informations et ça nous permet, nous, de faire nos propres benchmarks, de faire nos propres track record extra-financiers, de pouvoir faire des analyses de marché et fort de toutes ces données-là, de pouvoir entamer une démarche de dialogue et d'engagement avec nos contreparties, donc c'est-à-dire avec les sociétés de gestion avec lesquelles on collabore. Et l'idée, c'est de les faire progresser aussi en identifiant des axes d'amélioration, que ce soit en matière de sujets climatiques, par exemple. On va être amené, nous, à engager les sociétés de gestion avec lesquelles on collabore pour connaître aujourd'hui les stratégies climatiques, dans quelle mesure les sociétés de gestion avec lesquelles on peut être amené à collaborer ou avec lesquelles on collabore intègrent des trajectoires climatiques, des trajectoires de degrés, dans quelle mesure ils intègrent aussi de manière générale, au-delà du climat, l'ensemble des enjeux environnementaux et de quelle manière ils les mesurent, et surtout quels sont leurs objectifs à terme.
La collecte de ces données ESG nous permet aussi de faire nos propres reporting ESG. Ça nous permet aussi de faire des événements dans lesquels on peut communiquer sur les bonnes pratiques que l'on voit, les bonnes pratiques de place qui sont que nous, en tant qu'investisseur institutionnel, on a un poste d'observation grâce à l'ensemble de ces données qui sont collectées. Donc, on organise chaque année les ESG Best Practices Honors, où c'est l'occasion de récompenser les sociétés de gestion qui sont les plus innovantes, les plus avancées en matière de stratégie de durabilité. Et puis, bien sûr, ça permet d'alimenter, nous, notre base de données en interne, qui nous permet d'avoir vraiment la vue la plus précise sur les pratiques réelles des sociétés de gestion et qu'on va être amené peut-être potentiellement à réinvestir dans un véhicule d'investissement, de se dire, voilà, la société de gestion, dans quelle mesure, elle nous a remonté plein de données ESG. Ces données ESG, qu'est-ce que ça dit de la société de gestion? Est-ce qu'elle gère bien ses fonds sur les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance? Est-ce qu'elle est avancée sur le critère climatique? Donc, pour toutes ces raisons, c'est important pour nous d'avoir toutes ces données ESG. Alors, on l'a vu, on communique beaucoup avec les sociétés de gestion en direct, mais on ne fait pas que ça, on communique aussi avec les sociétés de gestion. Les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion communiquent beaucoup au sein d'une association de place qui s'appelle France Invest, donc qui est l'association des investisseurs pour la croissance, qui réunit plus de 365 sociétés de gestion, qui a été créée en 1984. Et cette association, elle a pour principale mission de représenter la communauté des investisseurs, d'animer le réseau, de faire des événements, des formations, des études et des publications. Vraiment, elle est là à la fois pour les sociétés de gestion, mais c'est aussi un relais intéressant pour les entrepreneurs qui peuvent chercher des financements, qui peuvent s'adresser à cette association et derrière être mis en contact avec des sociétés de gestion qui sont les plus adaptées au vu de leurs différentes stratégies d'investissement. C'est une association qui aujourd'hui emploie une vingtaine de collaborateurs, qui est très structurée, et qui a une gouvernance qui est très structurée. Et cette structuration permet de mettre en place différentes commissions, et parmi ces commissions, il y a la commission ESG qui est très active au sein de cette association. Et cette commission ESG travaille sur différents dossiers, par exemple sur les sujets climatiques, les sujets de biodiversité. Et plus récemment, elle a permis au LP comme au GP de se mettre autour de la table et d'acter, de se dire voilà comment on peut faciliter le travail de tout le monde. Et donc on s'est mis d'accord pour avoir des questionnaires ESG qui sont communs. Donc aujourd'hui, soit Capital Partners, comme BPI, comme la Caisse des dépôts, ont un seul et même unique questionnaire. On va interroger les participations, on va utiliser le même questionnaire. Donc ça permet aux entrepreneurs de gagner beaucoup de temps, parce que ce sera les mêmes indicateurs en répondant une seule fois, ils vont répondre à plusieurs institutions financières. Ça permet aux sociétés de gestion aussi de gagner du temps. Et puis, in fine, pour nous, en tant qu'acteurs institutionnels, quand on a notre casquette institutionnelle aussi, ça nous permet, nous, de faciliter la campagne de collecte de données et d'avoir le plus de données ESG possible pour les raisons que je vous ai présentées sur la slide précédente. Merci Renaud, c'était très intéressant d'introduire France Invest. Je ne sais pas si nos entrepreneurs connaissent France Invest, mais ça valait le coup d'en parler un petit peu. France Invest, c'est effectivement l'association qui regroupe tout le capital investissement et qui est très active, comme tu l'as très bien souligné. Merci Renaud. Au plaisir. Aurélien nous ajoute un mot en nous disant que la France est probablement un des pays les plus en pointe mondialement sur ces questions. Alors c'est vrai qu'en France, on est assez avancé. Alors je pourrais pas dire au niveau mondial. Ça, en tout cas au niveau européen, c'est vrai que les sociétés de gestion en Europe, en tout cas. En Europe, ça c'est effectivement, elles ont été beaucoup plus rapides, j'allais dire, dans le temps pour signer les PRI, par exemple des principes pour l'investissement responsable, pour formaliser des politiques d'investissement responsable, pour avoir des équipes ESG qui étaient dédiées. Pour quelles raisons ça je pense qu'il y a déjà la réglementation française qui était déjà en avance, clairement. Et on voit aujourd'hui sur SFDR ou toutes les réglementations CSRD, MFRD s'inspirent énormément du travail législatif qui a été mené en France des années auparavant. Donc c'est vrai que c'est plus simple pour les acteurs français d'accueillir avec bienveillance
on va dire, ce que d'aucuns ont pu parler de tsunami réglementaire au niveau européen. Je pense que ça a été vraiment le principal moteur qui explique cette avance aujourd'hui dans l'analyse, j'entends, pas forcément sur le reste, mais il y a aussi peut-être le fait que au niveau du monde anglo-saxon, il y a toujours une culture plus d'engagement et de dialogue qui a été privilégiée par rapport à l'intégration, la remontée de données ESG. Je sais aussi que les Allemands ou les acteurs en Suisse, eux, privilégient des approches plus d'exclusion, de ne pas investir dans certains secteurs d'activité, et donc n'ont pas été naturellement, n'ont pas pris le chemin français qui visait plus à interroger l'ensemble des entreprises et des sociétés de gestion sur des critères ESG afin de voir quels étaient au sein d'un secteur les meilleurs acteurs. Merci Renaud. J'ai encore une dernière question, je ne sais pas si elle s'adresse plus à Renaud qu'à un autre, mais quels sont les outils pour éviter le greenwashing? Alors, les outils, je ne sais pas. Par contre, le risque, il est réel. Les outils, c'est pas forcément les outils, c'est plus une éthique, c'est-à-dire de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Et ça s'arrête, et c'est surtout ça en fait. Aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt finalement de la réglementation européenne, et ça a été très bien dit, et ça sera certainement mieux dit, c'était de pas forcément bien sûr de pousser les entreprises à intégrer davantage de critères ESG, mais surtout de pousser les acteurs à dire ce qu'ils font réellement, et dans la mesure où c'est une réglementation, il y a la possibilité que le régulateur s'intéresse de près à ce qui est fait réellement. Et c'est déjà aujourd'hui l'AMF est très vigilante depuis quelques années sur ces sujets-là, à l'utilisation des termes de durabilité, du terme ESG, et il y a une véritable lutte qui est engagée de la part du régulateur sur ces sujets-là. Et là, aujourd'hui, être pris en plein greenwashing, on revient sur la question réputationnelle et tout ce que ça peut impliquer en termes de mauvaises images, sur la capacité à lever des fonds, en termes de rétention des équipes, etc. Je peux juste compléter, il y a aussi la dimension formation qui est importante, parce que dans le greenwashing, ce n'est pas forcément du greenwashing qui est intentionnel et quelque part insidieux, ça peut être juste du greenwashing parce qu'on pense bien faire, alors que le sujet est soit pas matériel, soit n'est juste pas pertinent. Quand par exemple on prend la communication qui peut exister autour des ODD, on voit certains qui prennent le joli logo, mettent le logo en se disant mon entreprise elle fait ça, donc ça remplit, etc. Sauf que derrière les ODD, il y a des sous-objectifs et des sous-sous-objectifs. Il faut rentrer dedans, il faut comprendre et il faut voir si le sujet est matériel. Donc, il y a aussi toute une partie, on revient sur la question formation, de connaissances à acquérir, de se reposer sur des référentiels existants de façon aussi précise que possible pour éviter de tomber dans cet écueil, même involontairement. Merci pour cette précision, Aurélien. Donc, vous avez vu que la réglementation se distille dans l'économie progressivement sur les questions ESG de développement durable. Et nous avons 3 créateurs qui, eux, commencent à essayer d'adresser la question. Et donc, nous allons démarrer par Johan Odo, qui a développé une entreprise, donc qui est un de nos créateurs, et qui a développé une application pour engager les collaborateurs. Voilà, dans le développement durable. Merci Frédéric et Didier pour l'invitation. Alors, comme tu le disais Renaud, le développement durable, c'est un risque, c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité pour les entreprises, c'est une opportunité pour les startups. On est 3 ce soir. Nous, on a parlé aussi beaucoup là ce soir des contraintes qui pesaient sur les entreprises en termes d'investissement. Vous allez voir que notre entreprise Proud, elle est focalisée sur une contrainte liée aux collaborateurs. J'ai quelques chiffres qui vont être donnés, mais on va commencer par ça d'ailleurs tout de suite, s'il te plaît, Didier, sur le slide suivant. Effectivement, je t'ai envoyé un PDF. Les entreprises sont aussi sous pression de leurs collaborateurs pour changer de l'intérieur. 75% des salariés évaluent l'image de marque de l'employeur. Tu parlais à la réputabilité, tu en parlais.
70% des collaborateurs souhaitent être engagés dans la stratégie RSE de leur entreprise, etc. Une entreprise aussi qui fait de la RSE, ça c'est un chiffre aussi contextuel, hein, c'est une tarte à la crème de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc la RSE, c'est la façon dont une entreprise intègre les principes du développement durable dans son activité. Donc ça correspond vraiment, l'engagement développement durable et RSE d'une entreprise est une attente très forte des collaborateurs, tout comme elle est une attente très forte des investisseurs. Et c'est là-dessus que Proud a positionné son business model pour aider l'entreprise à engager ses collaborateurs sur les changements d'activité dans son entreprise et sur sa démarche RSE. Je vais donner un exemple très concret. Voilà, donc là sur ce slide, on a juste mis cette image en plus. On a accompagné récemment Carte Noire, qui dans 10 ans aura 3 fois plus de demandes et 3 fois moins de production. Et elle doit expliquer à ses collaborateurs, à cause du changement climatique, hein, bien évidemment, on a 10 ans pour baisser notre bilan carbone divisé par 5. Enfin, le baisser, divisé. Donc, x3 et divisé par 3 en termes de ressources, donc ils sont obligés de changer leurs approvisionnements, leurs produits, énormément de choses, et ils sont obligés d'expliquer à leurs collaborateurs que leur métier qu'ils font depuis 5, 10, 20 ans va changer. Les achats responsables, les approvisionnements, plein de choses. Et donc, ils ont besoin d'outils pour communiquer auprès des collaborateurs sur ces changements, autres que les newsletters qui sont très rarement lus en entreprise. Ils ont besoin d'outils pour faire évoluer la culture de l'entreprise. Donc là, ce n'est pas juste une information, regardez quelque chose qui vient de sortir, lisez le rapport RSE, personne ne le lit. On a besoin de faire évoluer cette culture. Et ils ont besoin d'engager sur les changements d'activité de l'entreprise. Et là, je ne parle pas que de la RSE, entre guillemets, j'oserais dire, même si c'est enregistré, tant pis, ancienne école, à savoir faire quelques actions à impact positif dans l'année et communiquer dessus, même si ça avait quelque chose de positif. Là, on parle maintenant, aujourd'hui, de changements qui sont bien plus profonds, de changements des business models des entreprises. Donc, ils ont besoin d'outils comme ça pour engager les collaborateurs et c'est là-dessus que Proud a positionné son activité. Proud n'est pas une société à mission au sens de la loi Pacte récente. C'est encore plus loin, j'en parlerai tout à l'heure. C'est une entreprise à impact, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure pour dire que notre activité, elle est vraiment centrée sur aider, comme je disais tout à l'heure, aider l'entreprise à changer, aider l'entreprise à se mettre dans la voie du développement durable pour sa propre pérennité, en plus de l'impact positif, bien évidemment. Comment est-ce que ça marche? Vous verrez, j'ai juste quelques slides, hein, j'ai bientôt fini, vraiment dans 3 minutes. Donc, au fait, on a décidé de ne pas faire une application mobile ou une plateforme supplémentaire. On a décidé d'intégrer notre outil directement dans le logiciel que les collaborateurs utilisent au quotidien, à savoir Microsoft Teams, Slack ou Google Chat, Google Workspace. Et donc, en fait, c'est un chatbot, robot de conversation, qui va se plugger là-dessus. Et chaque collaborateur va pouvoir avoir, de façon très simple, sans avoir à rien télécharger ni s'identifier de façon supplémentaire, une conversation avec ce chatbot qui est positif, qui va l'encourager à passer à l'action sur des sujets généralistes, développement durable, environnement, sociétal, gouvernance, etc., voire sur mesure pour l'entreprise, pour l'engager sur ses propres projets. Vous avez là quelques exemples de défis, de news, de quiz qui sont envoyés aux collaborateurs pour les faire passer à l'action et faire passer des messages de façon ludique et en snack content, quelques minutes par jour, en fonction des objectifs de l'entreprise. Vous voyez un défi à gauche sur les déchets électriques et électroniques, coécrit avec Ecologic par exemple. Vous avez un quiz sur l'égalité homme-femme au travail. Vous avez aussi dans les exemples à droite voilà, les TMS, troubles musculo-squelettiques, donc la qualité de vie au travail, etc. etc. Vraiment très simple, je vous avais promis que ce serait rapide. C'est ludique. On a voulu faire quelque chose de ludique, ça c'est lié à notre histoire, ça fait plus de 3 ans qu'on est dans le domaine, on a commencé en B2C. Proud, c'est la contraction de la fierté en anglais, et crowd, la foule. L'objectif étant d'utiliser un outil digital pour toucher un maximum de citoyens, et là maintenant, dans le cadre de leur entreprise, en tant que collaborateur. Pour des raisons de modèle économique, vous pouvez l'imaginer peut-être. On a pu faire ce pivot B2C vers B2B. Donc, on est capable d'alimenter les collaborateurs d'une entreprise sur leur outil du quotidien avec sur tous les sujets qui intéressent aujourd'hui l'entreprise. Nathalie, tout à l'heure, a parlé des 17 ODD, vous les voyez. Et on est capable d'animer sur un même outil vraiment tous les cas d'usage dont l'entreprise a besoin, que ce soit la campagne de mobilisation d'une semaine lors de la semaine de l'emploi des personnes handicapées, la semaine du développement durable en ce moment même, la semaine de l'activité en juin, etc. sur le même outil. Et aussi d'acculturer de façon continue, une fois par semaine, les collaborateurs pour passer différents messages. Un dernier petit slide, effectivement,
sur le sujet ESS et ESUS, parce que je pense que c'est pas forcément un secteur qui est très connu. C'est pas lié à la loi Pacte, ça date de la loi Hamon 2014 qui a fait rentrer les entreprises sociales dans le champ de l'économie sociale et solidaire, composée des fondations, des associations, des mutuelles et des coopératives. Et donc en fait, ça consiste en être une entreprise classique, hein, SAS, SARL, qui a en plus 3 aspects dans ses statuts. 1, la recherche d'impact positif. 2, la lucrativité limitée, par exemple mettre la moitié de ses bénéfices en réserve pour assurer sa pérennité. Et ensuite, un comité qui évalue cet impact. On n'est pas encore sur un OTI, un organisme tiers indépendant ou des plateformes qui vont évaluer, c'est déjà quelque chose d'interne avec des parties prenantes, etc. Et ensuite, il y a un deuxième étage de la fusée, c'est ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc là, on n'est plus sur les marchés réglementés, on n'a pas le droit d'y aller, comme tu entends parler Renaud tout à l'heure. Il faut avoir, donc là on retrouve la taxonomie presque, 66% des charges attribuées à l'utilité sociale ou environnementale. Vraiment, ça a peut-être commencé, je ne sais pas, l'historique. Et les écarts de salaire capé, c'est un peu un détail. Et cet avantage, donc ce statut est vraiment, vous voyez, attribué entre guillemets aux entreprises, qui en font la demande, 2, qui ont le cœur de leur activité. Là, on n'est pas sur une notation ESG, sur l'entreprise classique qui veut faire mieux et plus durable. On est sur une entreprise qui fait que ça à longueur de journée quasiment. Voilà. Vous pouvez trouver beaucoup de ces entreprises sociales sur des plateformes d'investissement comme lita.co par exemple. C'est vraiment un investissement qui a vraiment le vent en poupe auprès des particuliers aussi. Il y a beaucoup d'argent qui est levé comme ça. Et ça marche aussi, vous voyez, là, il y a l'éligibilité plus grande pour la loi Madelin en tant que statut ESUS. Et aussi, on a accès au fonds d'épargne salariale, fonds d'assurance vie, etc. Donc, c'est aussi très attractif pour nous, ce genre de statut, même si c'est un côté contrainte. Voilà, je crois qu'il y avait un… Ah oui, j'avais rajouté… Ah oui, on va être prochainement levé de fonds. dans 2 mois, bon, à peu près, on va commencer le roadshow. Voilà, et puis si vous avez des questions sur ces entreprises à impact ou sur Proud, avec plaisir. J'ai une question pour toi, en tant qu'entrepreneur. Le statut ESUS, est-ce que c'est pas plus compliqué d'attirer des investisseurs privés ou ça dépend je sais pas, dans ton expérience Alors, comme on n'a pas commencé le roadshow, je vais avoir du mal à te dire. Ce que je sais par contre, c'est que ces entreprises-là, de toute façon, elles ne terminent quasiment jamais sur les marchés financiers, les marchés réglementés. C'est moins dans l'ADN, et puis en général, effectivement, on n'est pas sur des valorisations de 20 milliards, de 20 millions peut-être, mais pas 20 milliards, ce qui permet quand même de faire toujours une belle plus-value. Les fonds justement d'ISR débordent. Enfin, je ne suis pas spécialiste, j'ai ouï dire que l'épargne salariale, etc., ils cherchent des projets à financer. Donc, en fait, dès qu'un projet a impact est rentable, vite, est-ce qu'on peut y mettre des sous dedans? Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit une contrainte parce que de toute façon, on respecte, par exemple, 66% des charges attribuées à un impact positif. Nous, on est à 95%. Et l'écart des salaires, me payer 15 000 € par mois, déjà, ça n'arrive pas pour l'instant et je vivrai bien quand ça arrivera. Donc, ce n'est pas si contraignant, finalement. Et c'est vraiment, là, il n'y a que quelques intérêts. J'ai concentré par rapport au public le côté investissement, mais on a accès à plein de choses. On a accès aux services civiques, on a accès à plein d'autres financements qui ne concernent pas forcément le financement privé. C'est incroyable. Donc, on a déjà eu plein d'argent public, des subventions de SS, par exemple, grâce à ce statut. Vraiment. D'autres questions? Bon, on peut passer à… Question. Au niveau des clients aujourd'hui, tu as parlé de standardisation et de personnalisation. Quelle est la répartition par le clientèle? Alors pour l'instant, on est à peu près sur un 50-50, sachant que là, on est en train de développer en particulier une offre TPE-PME où on a élagué justement toute la personnalisation pour faire du volume et aussi être dans notre mission d'impact. Donc là, je pense qu'il va y avoir un shift vers plutôt du non personnalisé. Et est-ce que tu peux dire comment tu vas lever? Est-ce que tu passes par une plateforme? Ce ne sera pas par une plateforme, ce sera plutôt via DBA, effectivement, en direct. Et on va commencer le roadshow. Donc là, je n'ai pas spécialement d'informations très précises pour l'instant. On va commencer dans 2 mois à peu près. Très bien. Je sais que les BA, il y a Business Angel des grandes écoles, Chetlist, voilà. On sera toujours là pour t'aider. Alors, nous allons passer à l'exemple de Softmetrics, qui est une société qui fait de la veille ESG automatique, mais transparente. Alors, vas-y. Exactement. Laurent de Boisjoli va nous présenter ça.
Lance-le. C'est pas grave. Lance-le. Déjà, je vais commencer par me présenter. J'ai fait l'école spéciale des travaux publics. Ensuite, j'ai fait un master en gestion environnementale des projets en Écosse. Et ensuite, le master XHC entrepreneur il y a 2 ans maintenant. Et ensuite, j'ai fait 6 mois en fonds d'investissement impact et 6 mois en consultant entrepreneur. Et il y a 2 semaines, j'ai rejoint la superbe aventure Surfmetrics, qui est un outil de veille ESG. Donc, Didier, merci beaucoup. Le contexte, bon, Jean, on en a pas mal parlé, de la taxonomie environnementale européenne. Donc, un essor dans les critères ESG, donc de plus en plus de réglementations qui arrivent, donc le tsunami réglementaire, comme tu disais, effectivement. Ce qui donc en découle, on a aujourd'hui plus de 60% des fonds lancés en 2020 qui intègrent l'ESG. Et pour l'illustrer, on voit évidemment maintenant les ETF, les fonds de placement qui sont beaucoup plus importants avec des critères ESG que non ESG. Le problème sur ces reportings, c'est premièrement, il n'y a pas d'harmonisation. Donc c'est-à-dire qu'on veut comparer un Decathlon, d'un Ikea, il y en a un qui va avoir un label ISR, l'autre qui aura sa norme, sa propre norme, donc tout le monde fait un peu sa propre norme. Donc très dur, le taux de corrélation entre les 2 indices de fournisseurs ESG, c'est très compliqué à comprendre. Ensuite, le manque de traçabilité. Donc un rapport RSE maintenant, c'est un peu une boîte noire, c'est qu'on a un chiffre, pour aller trouver pourquoi la courbe a fait comme ça, c'est très compliqué et pour retrouver vraiment la transparence, ça devient très, très difficile. C'est un seul rapport annuel. Donc malheureusement, si par exemple la gouvernance change 4 fois par année, on n'a pas forcément la granularité temporelle. Et pareil pour les sous-traitants par exemple. L'exemple de Vinci notamment aussi, que disait Nathalie, c'est effectivement, eux ils ont des sous-traitants où ça a été un peu compliqué. Je ne pense pas qu'il est publié dans leur rapport RSE en interne, puisque c'était ON+5. Et donc ça ramène au 4e point sur l'autopublication. Comment faire confiance au rapport RSE en interne. Alors oui, il y a des audits, oui, il y a des standards, mais je pense qu'on peut, on sait tous qu'on peut faire un peu, dire ce qu'on veut la donnée aujourd'hui, pour faire parler la donnée autant qu'on veut. La solution, donc, grâce à Surfmetrics, on se base sur tous les articles, sur les articles Internet, sur tout ce qui est critères ESG. Donc la première chose, c'est harmoniser. On met une note de 0 à 100 sur les critères ESG d'une entreprise. La deuxième chose, c'est traçable. Donc, je vous montrerai après dans la démonstration. On peut cliquer sur la note et savoir d'où provient la note et comment elle a été calculée. C'est instantané, donc on n'attend pas une année. C'est totalement instantané. On peut mettre à jour quotidiennement. C'est indépendant, donc c'est objectif. C'est tout ce qui se passe sur Internet. Notamment, l'exemple de Vinci à nouveau. Ils n'ont pas parlé dans leur rapport RSE en interne sur les sous-traitants au Qatar. En revanche, sur Internet, ça se lit. Et une dernière chose, c'est automatisé. Donc, c'est du machine learning qui utilise du NLP, Natural Language Processing, qui du coup va mettre une note sur une phrase de 0 à 100. Ensuite, sur toutes les notes, sur toutes les phrases, on va avoir une moyenne sur l'article. Et sur l'article, du coup, avec tout, on regarde sur les 10 premières pages Google et on fait une moyenne sur tous les articles, sur tout ce qui était critères ESG sur l'entreprise. Donc, comment il fonctionne le produit? Donc, premièrement, on va lancer une recherche sur Surfmetrics. Donc, ça peut être n'importe quelle entreprise avec des articles sur Internet. Ensuite, on visualise donc toutes les tendances temporelles. Donc, vous voyez, alors, environnement, social, gouvernance. Donc, c'est dissocié des 3. On peut cliquer sur l'environnement. On a la courbe temporelle de 2015 jusqu'à 2021. On voit les virages ESG. Donc, on peut comprendre un peu les stratégies de l'entreprise. Sur le graphique à droite, là, on voit plus, donc de 0 à 20, c'est les notes qui ont été mises, les articles qui ont mis la note de 0 à 20, et tout à droite de 80 à 100. Donc ça, c'est intéressant d'avoir les barrières pour pouvoir cliquer dessus. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a le score, on clique effectivement sur la borne donc de 0 à 20 par exemple, et on va voir tous les articles qui ont mis une note de 0 à 20. Donc on a le score, l'objectivité. L'objectivité, comment elle va être calculée, c'est que l'algorithme, il va comprendre dans l'article s'il y a eu des références, s'il y a eu des références qui ont déjà été corrélées sur d'autres articles, et ensuite s'il y a eu des citations, si un tel a dit 2 petits points par exemple, donc ce qui est plus objectif qu'un simple blog. Un résumé, donc pareil, l'algorithme fait un résumé, donc pas besoin de lire tout l'article, mais on peut évidemment, on a accès à l'article complet. On peut faire la démonstration en live. Tu dois avoir accès normalement. Oui, normalement c'est bon. Qu'est-ce que je charge? Je te faire. Hop.
On contrôle machin. Ah oui, peut-être les barres, ça arrive. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça, je peux décaler Qui marchait, je l'avais fait tourner. Et contrôle-clic, parfois il faut un contrôleur. Hop. Alors, on a l'exemple de NJ. On ne voit pas sur ton écran. Ah, C'est pas la bonne fenêtre qui est partagée. ouais, il faut Je juste. fais le partage et on refait un. Alors, attends, oui. Stop sharing. Toc, je fais stop sharing ici. Ouais. Toc. Et l'autre, il est Là, share screen. toc. Et Ici. là. Voilà. À toi. Bon, NJ du coup. Bon, bon voilà, on tape ici NJ. On voit donc ici ou environnement. On va avoir donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, les virages ESG. Et là, par exemple, on clique sur donc là le deuxième trimestre 2021. On veut voir donc les notes par exemple les meilleures notes. On a accès ensuite du coup à tous les articles avec un résumé. Donc là, on peut avoir accès. Voilà, hop. On clique du coup sur l'article complet. Et ici, donc voilà, donc tout est traçable. D'où l'intérêt de cet outil, c'est quand même la totale transparence. Une personne connectée à distance nous demande si l'outil de recherche va aussi sur les réseaux sociaux. Pas encore. J'y reviens juste après. Il est où du coup le PowerPoint? Là, je pense. Normalement, on doit y être. Très bien. Voilà. Je reviendrai juste après. Mais pour le moment, non, on n'a pas encore sur les réseaux sociaux parce que on n'a pas. Les API sont un peu plus compliqués d'accès. Parce qu'on utilise une API Google pour voilà. Pour revenir du coup donc sur Surfmetrics, on a du coup un rapport ESG adapté en faisant de la veille médiatique. Donc on surveille notamment la e-réputation de toutes les entreprises, ce qui est assez important aussi. On a toutes les tendances historiques et on peut avoir accès à tous les articles. Donc c'est totalement traçable, indépendant et objectif, automatisé avec du machine learning et du NLP, harmonisé avec une note de 0 à 100 pour comparer toutes les entreprises entre elles, et enfin instantané, c'est-à-dire qu'on n'attend pas un an pour avoir un rapport RSE, on l'a en un jour. Dans la communication d'une note, comment est-ce que vous distinguez entre une problématique terriblement matérielle et une problématique moyenne? Ce n'est pas forcément au nombre d'articles, c'est ce que disent les articles. Comment est-ce que vous arrivez à en extraire le sens? Alors, en fait, et arriver ensuite à noter et à comparer des problématiques. En fait, ce qui va être plus intéressant, c'est par exemple par secteur, parce que du coup, ce sera à peu près les mêmes types d'articles. Et le NLP, du coup, arrive à prendre entre guillemets la température d'une phrase, à savoir si elle est positive ou négative. Ça a été entraîné par l'homme. Ils ont un taux de subjectivité, voilà, ou d'objectivité plutôt qui est très, très, très fort. Donc, sur une phrase, il va savoir si c'est positif ou négatif, peu importe le secteur. Il va comprendre si c'est bien ou mal, avec évidemment une note de 0 à 100. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais il va répondre, il va savoir si c'est positif ou négatif. Il y a une analyse sentimentale, en fait, l'analyse NLP, où en fait, on regarde aussi l'humeur de l'article. Et on peut savoir si cet article a été rédigé en ayant des sources. Enfin, l'humeur d'abord, parce que c'est objectif, subjectif, c'est ça la question. On va regarder les sources et si les sources sont bien véritables. Si ce n'est pas un article qui sort pour la première fois sur Internet, là, il y aurait cette subjectivité plutôt élevée. Sur la question de la subjectivité, je ne sais pas si je suis complètement convaincue. En fait, ma question est plutôt, vous avez une société qui est une société minière, elle a un problème de pollution, ça sera probablement plus grave qu'une société dans un autre domaine pour lequel la pollution n'est pas forcément complètement critique. Néanmoins, vous pouvez avoir des articles incendiaires sur la question de la pollution de cette deuxième entreprise aussi. Et comment est-ce que du coup vous arrivez à créer des notations? C'est une problématique qui est compliquée déjà pour les agences de notation extra-financières quand elles-mêmes essayent de comparer les sinistres, les controverses. Alors, votre question, c'est plutôt par rapport à la comparaison entre la gravité de deux événements. Alors, l'outil
à l'heure actuelle, ne fait pas cette comparaison entre deux événements qui sont séparés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble des articles et on va les comparer les uns aux autres par rapport à une analyse NLP de chaque article. En fait, c'est global, surtout si tu considères que la note de 0 qu'on va avoir, c'est la plus mauvaise tendance qu'on va avoir par rapport à l'ensemble des articles qui ont été analysés, et la note de 100, c'est le meilleur. Donc c'est relatif entre eux. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mauvais événement va se comparer par rapport à des événements d'avant de l'entreprise elle-même. Donc, on va comparer l'entreprise par rapport à elle-même dans le passé. C'est pour ça qu'on voit une courbe d'évolution. On peut savoir si elle a évolué ou le mauvais événement, forcément, il va y avoir une dégradation. Mais on ne peut pas comparer cette entreprise avec les autres dans une même courbe, mais on peut avoir sa note d'évolution dans l'absolu, puisque l'ensemble est pris en temps absolu sur tous les articles. Même si on n'a pas la solution par rapport à ce groupe. Pas encore. Pas encore. Si l'entre tu as une meilleure réponse. Non, pas encore. Autre question à Lancelot? Tu es sur la conversation, je vois. Ah oui, les réseaux sociaux, pour répondre à la question des réseaux sociaux, c'était effectivement, pour le moment, c'est pas encore d'actualité. On aimerait bien, et notamment sur LinkedIn, parce qu'il y a pas mal sûrement de controverses, justement, dont on parlait pour la réputation. Donc voilà, mais là, on n'a pas encore craqué l'API LinkedIn. Et encore une question, comment vous différenciez-vous d'outils comme Brandwatch ou Synthesio? On peut les focaliser sur les enjeux de RSE et sur la e-réputation. Je ne sais pas si Brandwatch et Synthesio font du NLP et surtout comment ils le font. Nous, pour Surfmetrics, il a été développé par un polytechnicien et un centralien pour un concours avec HSBC, Google et SIA Partners. En fait, le NLP en soi, évidemment, existe, c'est une librairie Python, enfin un algorithme, mais ils ont fait un enchaînement de plein de différentes briques. On arrive à prendre la pertinence. Donc, on va utiliser Total, par exemple. Si on veut, par exemple, un article sur Total, on va quand même passer on va créer un algorithme pour qu'il aille sur les articles qui soient pertinents. Donc, Total, tout ce qui est entreprise, enfin, qui soit la bonne entreprise, parce que ça pourrait être un article sur quelqu'un d'autre, sur une autre, enfin, il peut y avoir plein d'articles avec Total, mais ce ne sera pas vraiment sur l'entreprise dont on va chercher. Donc, en fait, c'est la différence par rapport à cela, c'est justement l'enchaînement de toutes les briques de notre algorithme qui permet d'avoir une réponse pertinente sur les critères ESG de l'entreprise qu'on va taper dans la barre de recherche Surfmetrics. Si je pense avoir répondu par rapport à Brandwatch et Synthesio, par rapport à NLP en tout cas. Ouais. Merci Lancelot. Nous allons passer à la dernière entreprise, Gringo, qui est présentée par Guillaume Joux. Merci Didier. Moi, je prononce à la française, je dis Gringo, quoi. Voilà, Gringo. Bonjour à tous, enfin, bonsoir à tous. Donc, je vais essayer d'aller assez vite vu que je suis le dernier. Il est tard. Mais arrivé. Donc, moi, je suis Polytechnique 2012. J'ai fait 5 ans de conseil. Je suis corrézien, j'ai 30 ans, je suis papa depuis 4 mois. Et en fait, ce que je veux raconter, c'est pourquoi on a fait Gringo, en fait, qui est une alternative française et responsable à Booking Airbnb, où le concept, c'est qu'on va sélectionner des logements sympas sur une démarche environnementale et on va essayer, en fait, de construire une alternative française aux grosses plateformes de réservation. Pourquoi on est parti là-dessus? C'est pas la bonne presse, je crois. La bonne presse? Non, c'est pas la bonne presse. Je peux présenter sur celle-là si tu veux aussi, aller un peu moins digeste pour. Un peu moins digeste, bon alors attends. Sur celle-là, parce que le temps que j'aille rechercher. On peut y aller sur celle-là, si tu veux. De l'autre en attendant. Alors, nous, en fait, le point de départ est vraiment sur l'enjeu climatique. On a une prise de conscience sur le problème climatique, qui est un phénomène sur lequel il faut agir rapidement parce que c'est un phénomène qui est réversible, qui va avoir un impact majeur dans le futur. Et en fait, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, jeunes entrepreneurs ou jeunes consultants ou jeunes ingénieurs. Enfin, en tout cas, on s'est interrogé, on a regardé différentes industries sur différents pots d'émissions, carbone, etc. Et on est tombé sur le tourisme, en fait, qui fait 8% des émissions de CO2. Les 3/4 sont liés au transport et 1/4 est lié à l'hébergement, en gros, si je schématise. On se dit que c'était assez énorme, donc c'est dommage, on ne connaît pas la bonne presse, mais c'est pas grave. Mais en gros, si tu restes là-dessus,
je reste là-dessus, Didier. Pour vous donner un comparatif, nous, ce qui nous a choqué, c'est de voir les voyages qu'on avait pu faire avant d'avoir ces informations. Paris-New York, c'est 1,8 tonne de CO2 en avion. Paris-Marseille en train, c'est 6 kg. Donc, si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, on a un quota de 2 tonnes par an et par personne. Donc, en fait, quand on fait un Paris-New York et aller-retour, on grille un an de quota, quoi. Moi, j'ai calculé mon quota personnellement. J'étais consultant. Moi, j'ai pris l'avion très tard, pour la première fois à 23 ans. Dans 7 ans, j'ai cramé 30 ans de quota carbone. Donc en fait, on s'est dit, bon, sur cet enjeu de tourisme, il y a quelque chose à faire, quoi. Il faut trouver un moyen de promouvoir un tourisme plus local et plus durable. Donc de donner envie aux gens d'aller pas loin. Et donc en fait, ça a été ça notre point de départ. Et donc ensuite, on s'est dit, mais oui, alors c'est bien beau, mais bon, il va nous falloir un modèle économique, on va faire une activité pérenne, etc. Et en fait, on a analysé le marché du tourisme. Du coup, on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les segments intéressants? Où est-ce qu'il y a des choses à faire? Où est-ce que c'est bouché, etc. Et on est tombé sur le marché de l'hébergement touristique, en fait, qui fait 158 milliards rien qu'en Europe. En France, le marché des résidents français, c'est à peu près 48 milliards, donc c'est un marché qui est pléthorique. On a étudié un petit peu ce marché, et en fait, c'est un marché qui est porté par une tendance qui est plus globale côté voyageur, qui va être une tendance de consommation responsable, où les gens prennent conscience petit à petit de l'empreinte carbone, de l'impact environnemental plus global, font attention à leur consommation sur des aspects du type Made in France, entreprises locales, etc. Et côté hébergeur, en fait, donc on a appelé 50 hébergeurs quand on a commencé ce projet. On s'est dit, bon, si on fait une plateforme de réservation un peu différente, un peu française, un peu sur de l'aspect éco-responsable, qualitatif, qu'est-ce qui est important pour eux, quoi. Et en fait, on a été pris par une tendance de marché sur l'offre touristique d'hébergement qui est des hébergeurs qui se plaignent des plateformes existantes, qui prennent des commissions exorbitantes. C'est quasiment 20%, quasiment un cinquième de la transaction, qui ne payent pas d'impôts en France, alors que le tourisme, c'est un secteur qui fait quand même 10% du PIB quasiment, donc il faut quand même s'interroger sur cet aspect-là. On était à un moment où il y avait eu le Covid et où en fait les hébergeurs touristiques n'avaient pas été consultés pour rembourser tous les clients, même pas juste un mail, attention on va rembourser, il y en a qui fait faillite, etc. Donc on est tombé sur un gros rejet des plateformes en général, notamment les plateformes américaines. Et donc en fait, on s'est dit qu'on allait faire une plateforme qui va pas seulement être en fait une plateforme de réservation d'hébergement éco-responsable, mais qui va aussi en fait avoir un modèle français payé simple en France, mais avoir un modèle de commission plus équitable, pour une juste rémunération des hôtes et un juste prix voyageur finalement. Donc en fait, on était parti sur une idée de plateforme éco-responsable qui va faire voyager local, donc qui va sélectionner des logements selon l'expérience, le cadre ou le rapport qualité-prix ou ce genre de choses pour inciter les gens à découvrir un peu les trésors de nos régions plutôt que le bout du monde. C'est ça le concept à l'origine. En fait, on se retrouve à faire vraiment une alternative globale à Booking, Airbnb nommément, parce que y a un besoin sur le marché en tout cas aujourd'hui qui est ici, quoi. Voilà, donc en fait, si tu t'arrêtes une seconde sur cette page, Didier, la mission elle s'est définie en fait au fil de l'eau, au fil des discussions, et à la base la mission c'était promouvoir un tourisme plus durable, moins carboné. Et en fait ça s'est élargi en fait sur les 3 piliers du développement durable, qui vont être aussi sociaux et économiques, qui vont être de promouvoir nos territoires, promouvoir une économie française, favoriser les échanges aussi en sélectionnant les hébergeurs selon l'humain par exemple. Donc en fait on a toute une approche à impact, alors qu'on n'est pas encore ESUS en agrément, on n'a pas encore certaines choses dans nos statuts, mais dans l'esprit, on est vraiment une entreprise à impact. Et ça s'est vraiment défini au fil de l'eau, au fil de notre cheminement aussi sur quelles étaient les valeurs importantes à défendre, quoi. Voilà, donc tiens, voilà la page sur le marché. Non, mais si tu descends, Didier, simplement, voilà, donc simplement pour dire où on veut se mettre aujourd'hui, vous avez ici. Donc à gauche, les grosses plateformes traditionnelles, Booking, Airbnb, etc., donc qui agrègent une offre pléthorique, qui ont une expérience utilisateur qui est en fait excellente. Et vous avez des petites plateformes que je rappellerai de niche. Notre volonté, c'est justement pas d'être sur une trop niche, mais qui vont en fait agréger une offre qualifiée, donc une sélection basée notamment sur l'aspect environnemental,
Mais il n'y a personne, il y a un fossé entre les deux, c'est-à-dire que ces plateformes n'ont pas l'expérience utilisateur d'Airbnb et loin s'en faut, on ne peut pas payer, les disponibilités ne sont pas synchronisées, etc. Et nous, la vision, c'est vraiment de mettre l'excellence en termes d'expérience utilisateur au service des valeurs que je mentionnais tout à l'heure. Donc, dans l'esprit, c'est vraiment de se positionner comme un petit peu comme la Biocoop sur le marché de l'alimentaire, mais sur l'hébergement touristique. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc on a commencé, Didier, si tu avances un petit peu, on a lancé, ça tu peux passer, hein, on a… L'équipe quand même parle tout. Ah oui, l'équipe, voilà. Donc on est en fait 3 polytechniciens dans l'équipe. Donc on a vraiment 2 personnes purement sur la technique et on a 2 personnes plutôt sur l'aspect commercial. Mon collègue Mathieu, qui est lui un profil école de commerce, qui est sur l'aspect vraiment commercial côté hébergeur, et moi qui suis plus dans un rôle de CEO. Voilà. Mais je pourrais en parler plus si tu veux, Didier, je veux pas… C'est bien de présenter l'équipe. Oui, c'est vrai, tu as raison. T'as raison, c'est vrai. Si on continue, si tu passes un peu, je ne veux pas présenter de slides trop avec de texte. Non, si tu descends encore, vas-y. Voilà, donc ça, on s'est lancé en février. Donc la plateforme a été en ligne en février. Ça, c'est des chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour du coup, mais on a fait plus de 130 000 € de volume d'affaires à ce jour. Avec, donc en chiffre d'affaires, hein, quand on prend une commission de 10%, ça fait environ 13 000 € de chiffre d'affaires. Tout ça avec très peu de budget marketing. Hein. On est financé par Pôle emploi, hein, clairement, pour l'instant. Et on est arrivé avec des petites économies et on a recréé un actif technique qui est un Airbnb Green avec toutes les fonctionnalités qu'on peut imaginer sur l'aspect paiement, sur l'aspect synchronisation de planning et sur l'expérience utilisateur globale. Hein. Donc vous pourrez aller voir sur gringo.voyage si ça vous intéresse. Vous tapez Gringo sur Google, Gringo, pour voir un petit peu le produit. On était parti à la base avec 50 hébergeurs touristiques sans logement. Là, maintenant, on est à 800 logements. Donc, on a fait x8 hein, quasiment en logement. Pareil, sans prospection, que des effets de bouche à oreille ou de communication sur l'aspect presse. On a plus de 500 clients aujourd'hui avec des taux de satisfaction qui sont excellents. On a réussi à attirer plus de 80 000 visiteurs sur le site. Je ne veux pas empiler des chiffres, hein, Didier, si tu… mais je pense que je vais m'arrêter là hein, parce qu'après il y a trop d'informations sur mes pages après. Mais là on en est ici, donc maintenant on va devoir aller chercher des financements. Enfin on est en train d'ailleurs, on vient de commencer il y a 2 ou 3 semaines ce processus-là, puisque bon, on est sur un business model de marketplace hein, qui demande donc un petit peu d'investissement pour aller chercher de l'offre, notamment côté hébergeur, et de faire de la pub côté voyageur, et aussi de techniques de développement de produits au milieu. Et donc voilà, on a beaucoup d'ambition avec Gringo. On veut vraiment faire l'acteur de référence en France sur le tourisme, en Europe même, hein, sur le tourisme durable. On veut vraiment faire l'alternative française et responsable à Booking Airbnb. Et voilà, donc on recherche une levée de 500K en capital, plutôt sur des publics de type business angel ou de type family office ou de type crowd equity aussi, par exemple, sur l'ITA notamment, parce qu'on a une communauté qui a exprimé des intentions d'investissement. On a fait un sondage il y a 10 jours, hein, donc ça fait très peu de temps. On a 300 000 € là, d'intention d'investissement que sur les hébergeurs et notre communauté de clients. Donc en fait, on n'a pas interrogé encore beaucoup de monde. Voilà un petit peu le projet donc, qui s'est construit vraiment pour coller Airbnb ESG. Je pense que c'était un bon… je le markete pas comme ça au grand public parce que c'est pas forcément connu, mais en tout cas c'est un petit peu le résumé de ce qu'on veut faire effectivement. Très bien, donc pour le timing de ta levée, c'est intéressant parce que si ça intéresse nos auditeurs. Oui, tout à fait. Si ça vous intéresse en tant que business angel ou en tant que citoyen ou en tant que n'importe quelle casquette, n'hésitez pas à m'écrire ou à venir me parler tout à l'heure. Enfin, mon mail c'est guillaume@gringo.voyage. Voilà, vous pouvez me trouver sur LinkedIn aussi ou demander à Didier. On se mettra. On peut poser une question? Oui, vas-y. Oui, alors ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que vous sélectionnez, dans quelle mesure vous sélectionnez et qualifiez précisément les logements disponibles? Et si vous n'avez que des logements green, avec un bas bilan carbone, etc., comment vous allez valoriser ça par rapport au fait qu'il y a
il y a d'autres logements ou d'autres solutions qui sont moins green. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir, ben voilà, je fais un choix responsable, mais c'est un choix si j'ai le choix entre deux options. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a trois aspects. Hein. On sélectionne pas que sur l'aspect green, hein. On va sélectionner sur trois aspects, l'aspect expérience, l'aspect environnement et l'aspect humain. L'aspect expérience, ça va être quoi? Ça va être, est-ce que c'est l'endroit qui est sympa, c'est le cadre autour, est-ce que c'est le rapport qualité-prix qui est intéressant, est-ce que c'est les photos données en vie, les notes sur les autres plateformes, etc. Donc, on va regarder un certain nombre de critères. Hein. On va peut-être pas aller au niveau de Surfmetrics, mais c'est dans l'idée, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on fait. On va regarder sur l'aspect environnemental, donc on parle avec les hébergeurs qui remplissent aussi un formulaire pendant 10-15 minutes pour comprendre un petit peu la démarche, mais au global. Hein. Et l'aspect humain qui va être, est-ce qu'il y a un accueil sur place? Est-ce que c'est une boîte à clés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous recommander le coin où il faut aller, ou le marché, il faut aller faire vos courses, etc. Donc, en fait, on va regarder ces trois aspects-là. Et à la fin, on dit go, no go. En gros, ce qui est délicat, en fait, c'est d'avoir une grille rigide. On en a une, mais je vais vous expliquer, je prends le temps d'expliquer ça en général. Mais, parce qu'en fait, on s'est aperçu que sur l'aspect environnement, une chambre d'hôte du XIVe siècle, c'est pas du tout la même dynamique qu'une cabane éco-construite qui a 3 semaines, quoi. Je veux dire, c'est pas vraiment comparable. Hein. Il y en a une bloquée avec un système de chauffage d'il y a un moment, donc il y a un gros enjeu d'investissement, alors qu'il y en a une autre qui vient juste d'être construite, quoi. Donc, ce qu'on fait en revanche, c'est qu'on donne de la visibilité aux voyageurs. Ensuite, une fois qu'on a fait ce filtre, on va évaluer chaque hébergeur, pour l'instant de manière déclarative, sur 80 critères écologiques, qu'on va résumer en 10 critères principaux, parce qu'en tant que voyageur, vous n'avez pas envie de regarder 80 critères, mais si vous avez envie, vous pouvez aller consulter tous les critères de cet hébergement. Et ensuite, on va amener une méthodologie de calcul de l'empreinte carbone du logement, qui est pour l'instant optionnelle, mais qui consiste, en fait, on a défini ça sur base de l'ADEME et de recherche académique, avec quelques points de données, vos factures de gaz, d'électricité, etc. Vous pouvez calculer en fait l'empreinte carbone d'une nuit dans ce logement. Et ça vous le compare par rapport à un café étoile aux Canaries. Voilà. Donc ça, il y a cet aspect comparatif et qui est pour l'instant du domaine de l'optionnel, parce que c'est relativement lourd déjà pour un hébergeur de s'inscrire sur une plateforme. Et pour l'instant, on va être plus sur un système de profil vérifié, empreinte carbone calculée, etc. Donc plus sur un mécanisme un peu comme ce que fait Airbnb avec les superhosts. Pour l'instant, on est plus sur cette approche-là incitative que de contrôle vraiment. Mais en tout cas, voilà, il y a tous les logements peuvent s'adresser à vous pour dire je voudrais. Évidemment. Ouais. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est quelque chose qui va être clivant, l'aspect environnement, et quelque chose qui va être compliqué à définir. Moi, des fois, j'ai des hébergeurs qui m'appellent, qui me disent oui, j'ai du jambon que je fais moi-même maison, mais oui, mais si je donne à vos clients, est-ce qu'on va me faire chier, etc. Voilà, excusez-moi de parler, mais c'est vraiment les vrais verbatim que j'ai au téléphone. Et donc, on comprend assez bien en fait que en tant que plateforme, on veut forcément contrôler, qualifier, etc. Mais on veut être sur quelque chose de fédérateur quand même, qui va être pas que sur l'aspect environnement, mais sur l'aspect français, sur l'aspect terroir, sur l'aspect local. Donc c'est quelque chose de plus global qu'il faut essayer de construire, quoi. Bravo, c'est hyper intéressant. Sur les, si par exemple tu veux un logement au Airbnb, t'en vois sur Airbnb qui il pourrait fitter avec Greengo. Est-ce que tu as fait la comparaison du prix du coup final pour le client et du prix final pour l'hébergeur? Ouais. Alors quand on a une commission équitable, la promesse c'est d'avoir un juste prix voyageur et une juste rémunération hébergeur. Il y a un autre point dont je n'ai pas parlé, mais c'est qu'en fait chaque hébergeur qui s'inscrit sur Greengo signe une charte où il s'engage à respecter des principes, plutôt que c'est des engagements, mais en termes de principes, dont un des principes est respecter un rapport qualité-prix équitable compte tenu de la politique de commission de Greengo. Donc sur Greengo, il garantit qu'il va mettre le meilleur prix et moins cher donc que sur Airbnb en résultante finale. Alors sur Airbnb, il y a un mécanisme de formulation des prix qui est transparent mais opaque à la fois parce qu'en fait ils prennent une commission côté voyageur mais aussi une commission côté hébergeur. Donc les comparables sont souvent assez bizarroïdes, je dirais. Avec Booking, c'est très clair parce que Booking, ils prennent les commissions côté hébergeur sans transparence de la commission. Avec Booking, tu pourras systématiquement contrôler qu'en fait, on est 6, 7, 8% moins cher systématiquement que sur Booking, quoi. Et sur Airbnb, si tu fais le calcul du prix final, tu auras le même phénomène. Parce que c'est la promesse, c'est la promesse de Greengo et c'est aussi la promesse que pour nous, en fait, c'est aussi une stratégie pour aller chercher plus de volume parce que côté hébergeur notamment,
pour s'inscrire sur une nouvelle plateforme, il y a une barrière à l'entrée. Et la commission est le critère numéro 1, mais loin devant tous les autres. Et puis, bon, il y a les valeurs aussi, plus globalement. Mais en tout cas, nous, on a une volonté aussi de le marketer plus fortement à l'avenir, quoi, sur l'aspect prix côté voyageur. Et Airbnb va se venger d'une certaine manière en exigeant aussi le meilleur prix sur le marché. Enfin, comment... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hébergeurs sont, pour un grand nombre, pas pour tous, sont souvent multiplateformes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une seule plateforme ou une seule autre. Ils sont multiplateformes et en fait, c'est à la maille individuelle. Et en fait, les contraintes en termes de prix vont concerner que les gros hôtels. Ça va être que des accords de groupe, typiquement avec Booking. Airbnb le fait très peu. Où là, vraiment, ils sont obligés de respecter le meilleur prix sur Booking. Mais ça va concerner une minorité d'hôtels et qui ne sont pas sur des segments authentiques, gîtes, chambres d'hôtes, etc., comme nous, on va viser. Mais Airbnb n'aura pas forcément le levier d'imposer les prix à ses hôtes, puisque c'est une plateforme ouverte et ce n'est pas une plateforme où il y a de l'agrément commercial sur les prix, comme a pu l'être Booking avec certains hôtels. D'ailleurs, Booking est en train de migrer de ce modèle vers un modèle plus ouvert. C'est très clair. Merci Guillaume. Super Guillaume, merci. Ben voilà trois belles entreprises qui démarrent et qui ne demandent qu'à se développer, mais qui se développent d'ailleurs, toutes les trois. Donc on leur souhaite un bel avenir. Tu veux faire un petit mot de conclusion? Oui, enfin, juste pour dire au revoir et merci d'abord à nos 6 intervenants, les 5 présents et le 6e à distance. Un grand merci d'avoir consacré un peu de temps à XMP Entrepreneur et à venir nous présenter vos activités. Un grand merci à nos participants présents, un grand merci à ceux qui étaient à distance aujourd'hui. Et puis, rendez-vous la prochaine fois, toutes nos activités sur les réseaux sociaux, sur le site. Voilà. Et pour ceux qui sont en présentiel, ici, eh bien, vous avez la possibilité de vous rafraîchir. Voilà. Et d'échanger entre vous. Merci à tous. Remerciements de tous les personnes à distance.